écouter maintenant Riyad Sidawi, qui venait revenir sur la configuration initiale, en tout cas initiale pour ce qui nous occupe, c'est-à-dire la situation en 2011. Est-ce qu'on était dans une situation révolutionnaire en 2011 ? Oui, justement, merci. Merci pour m'avoir invité. Merci pour votre présence. Quand j'étais contacté par les débats de jeudi, par l'IMA, le titre c'était « La deuxième guerre civile en Libye ». Ça m'a beaucoup plu. J'étais très content. Pourquoi ? Parce qu'on doit faire la différence entre guerre civile, révolution, violence politique, terrorisme. Et chaque concept a un contenu sociologique. Par exemple, la révolution pour les Américains. C'est quoi la révolution ? C'est le changement des élites au sein des pouvoirs. Ben Ali parti, Kadhafi parti, la révolution a gagné. Pour l'école marxiste, l'école de gauche, non, ça c'est pas une révolution. La révolution, c'est la passation du pouvoir d'une classe à une autre. La Révolution française, c'est la passation du pouvoir de la classe noble féodale à la classe bourgeoise. L'autre bolchevique de la classe noble directement à la classe prolétarienne, entre deux guillemets. Donc, on a des écoles et chaque école définit le concept selon son approche. Pourquoi aussi j'ai aimé le concept de guerre civile ? Parce que la révolution aussi c'est quoi ? C'est l'action de la majorité contre la minorité despotique. Ben Ali, sa famille, ces gens, c'est une centaine de personnes. On les a encerclés, on les a éliminés. La même chose pour Moubarak. Mais si vous avez un régime dont 50% sont en sa faveur, 50% sont contre lui, on fait quoi ? On va parler d'une guerre civile. Le sud de l'Amérique et le nord de l'Amérique. Parce qu'il n'y a pas un consensus total. Pour d'autres raisons, des raisons tribales, des raisons régionales, des raisons clientélistes, des raisons linguistiques, ainsi de suite, comme le cas aussi dans la Syrie. Donc, il faut faire attention aussi à certains concepts. Moi, je suis souvent contacté par la presse occidentale, surtout mes amis français, toujours cherchent les laïcs. Alors, les laïcs et les islamistes. Il n'y a pas de laïcs en Libye, je fais quoi ? Bon, peut-être quelques minorités, quelques individus. Et je peux vous étonner, peut-être vous choquer. Ceux qui ont combattu les islamistes en Libye sont les confréries des soufis, des musulmans. Comme mon grand-père, à 4h du matin, il fait sa prière, la gloire du prophète Mohammed, mais il n'aime pas les islamistes. Ils ont pareil la honte contre les islamistes. Les confréries soufis. Ceux qui ont aidé les partis politiques anti-islamistes de perdre les élections de mois de juin 2014. Parce que les islamistes ont perdu le pouvoir en Tunisie dans les dernières élections, ont perdu aussi dans les élections de juin 2014, mais le Fajr Libya, les frères musulmans à Tripoli n'ont pas accepté ces résultats. Donc, faisons attention aussi à ces concepts laïcs, islamistes, etc. D'ailleurs, laïcité, moi j'habite à Genève depuis 21 ans, ce que j'ai compris, qu'il y a 3 États dans le monde laïque. La France, l'État et la République de Genève, et l'État de Neuchâtel en Suisse. Ben oui, parce qu'aux États-Unis d'Amérique, le président doit prêter serment sur la Bible. Les autres, la Belgique, c'est l'Église, parce que c'est une monarchie. Dès qu'on a une monarchie, déjà on a l'Église directement. Ou dans le monde arabe, dès qu'on a une monarchie, c'est directement la mosquée, le mufti, etc. Donc faisons attention au concept. Heureusement, j'ai bien aimé le titre, Deuxième guerre civile en Libye. Maintenant, en parlant des racines de cette guerre civile, j'ai un modèle théorique que j'ai élaboré et je l'ai appliqué sur tout ce qui s'est passé dans le monde arabe. Ça a bien fonctionné avec l'Égypte, avec la Tunisie. J'ai un problème avec la Libye et la Syrie, et relativement le Yémen. Pourquoi ? Mon modèle théorique parle de 2 genres de facteurs qui aboutissent à une révolution. Les facteurs lointains, on ne va pas parler de ça. Ça prend du temps. Mais brièvement, l'explosion démographique conduit toujours à une violence politique, des révolutions, à des guerres. Certains expliquent l'invasion des musulmans dans le monde entier par l'explosion démographique dans la péninsule arabique. Les croisades aussi sont expliquées par cette explosion démographique. Le monde arabe a connu une explosion démographique. Aussi, l'exode
de la campagne vers les grandes villes et les bidonvilles des années 70. Bon, maintenant, on laisse à côté les facteurs lointains qui s'accumulent jusqu'au Big Bang, la révolution. La révolution, c'est la situation révolutionnaire. Revolutionary situation. C'est quoi? Ce sont 3 éléments qui fonctionnent ensemble en même temps. En Tunisie, c'était 4 semaines. En Égypte, 3 semaines. En Libye, ça a pris des mois. En Syrie, jusqu'à maintenant, 4 ans. Peut-être. Pourquoi? Alors, on va retenir rapidement ces 3 éléments afin de les élaborer pour savoir il est où le chaos libyen, elle est où la guerre civile libyenne. Premier élément, c'est la radicalisation de l'opposition populaire qui ne veut plus des réformes, mais le départ du régime. On ne veut pas des réformes. Ben Ali a donné des promesses et des réformes. Non, on ne veut plus. Moubarak a fait la même chose. Non, on ne veut plus. Gaddafi, bédouin, intelligent, malin, je ne sais pas quoi, il a compris, parce qu'en sciences politiques, on sait bien, hein, il ne faut jamais donner des concessions pendant le processus révolutionnaire. Parce que le dictateur doit montrer toujours qu'il est fort. Dès qu'il est faible, c'est fini. Gaddafi l'a dit non, je ne vous reconnais pas, et c'est moi la révolution, et je vais vous éradiquer. Donc, la radicalisation de l'opposition populaire. Deuxièmement, les divisions au sein des élites au pouvoir. Troisièmement, il faut la neutralité de l'armée ou la trahison de l'armée vis-à-vis du régime. Ces 3 éléments, on l'a eu en Tunisie, en Égypte, mais pas en Libye. Ce qui s'est passé en Libye, par exemple, pour le premier élément, la radicalisation de l'opposition, en Tunisie par exemple, qui s'est radicalisé? Ce sont les mouvements sociaux de jeunes, chômeurs ou diplômés qui n'ont pas de travail. Ils ne sont pas des partis politiques, ils sont descendus dans la rue, ils ont insisté, ils ont perdu environ 300 martyrs et quelques centaines de blessés, ils ont tenu le coup. C'est ça le noyau dur de la révolution. Parce que dans toute révolution, il y a un noyau dur. Et dans tout système politique au régime aussi, il y a un noyau dur. Et entre les deux, on a les calculateurs. Le noyau dur de la révolution libyenne, ce sont des djihadistes, des radicaux, surtout à Derna. On a reçu les premières images. Les vrais massacres, c'était venu de ces gens-là. On a des photos, des images qui ont bouffé, qui ont brûlé des cœurs des partisans de Gaddafi, etc. Donc, le noyau dur de cette révolution, c'était des djihadistes en Libye, des mouvements sociaux en Tunisie. Deuxième élément très flagrant dans ce qui s'est passé en Libye, c'était la division au sein des élites au pouvoir. Ça veut dire qu'il y a eu une cassure dans le régime libyen. Mais qui a déclenché la révolution contre Gaddafi? Les dirigeants, les élites dirigeantes. Utilisons les termes de nos amis américains, les élites toujours. Les élites dirigeantes de la révolution, Mostafa Abdejlib, c'était l'ex-ministre de la Justice de Gaddafi. Abdel Fattah Younes, c'était son ministre de l'Intérieur, responsable de l'unité armée La Foudre. Et c'est elle qui a, si vous voulez, rendu Benghazi indépendante des forces de Gaddafi. Je cite Moussa Koussa, son bras droit et le patron des services secrets, des ministres des Affaires étrangères, il l'a quitté vers le Qatar. Abdelrahman Shalgam, c'était son représentant à l'ONU, à New York. Ces gens-là aussi sont ce que nous appelons les calculateurs. Malheureusement, les calculateurs sont des opportunistes, on le sait bien, mais ce sont eux qui basculent la révolution vers le succès ou vers l'échec. Parce que, imaginez-vous, 2 boules de neige, 2 noyaux durs et les calculateurs. Les calculateurs observent, dès qu'on voit que Gaddafi va gagner, on va chez Gaddafi. On voit le contraire, on va au contraire. Depuis la résolution 1973 du Conseil de sécurité à l'ONU, qui passe par le chapitre 7 de la charte de l'ONU, qui autorise l'OTAN d'intervenir, on a vu les défections, on a vu les divisions, je quitte des ambassadeurs qui jettent leurs papiers, ils ont compris, ils ont cherché leur intérêt. Parce que les calculateurs disent toujours ou je gagne ou je perds. Moi, je ne suis pas révolutionnaire, j'ai travaillé en faveur du régime, elle est où le problème alors? Maintenant, je suis face à une crise, elle est où mon intérêt? Et les calculateurs sont nombreux, donc toutes les révolutions. Qu'est-ce qui explique selon vous que la guerre continue? Parce que là, vous nous expliquez la situation en 2011. C'est le 3e élément. Merci beaucoup. On passe directement, c'est ça
qui fait la différence entre l'Égypte et la Tunisie et la Libye. L'armée tunisienne a protégé les manifestants. Personnellement, le 12 janvier 2011, à la télévision Les Monts Bleus suisse, j'ai dit, Ben Ali, c'est fini, puisque ces militaires, ces officiers se solidarisent avec les manifestants, ils protègent les manifestants contre la police. La même chose relativement en Égypte. L'armée a décidé de ne pas tirer une seule balle contre les manifestants. C'est l'affaire de la police. En Libye, l'armée s'est divisée. On parle de sur 12 brigades, 5 anti-Gaddafi, surtout la fameuse unité La Foudre, Saïqa, Benghazi, et les autres, c'était ses partisans, notamment l'Iwa 32, brigade 32, qui est dirigée par son fils, cadet, rappelez-moi de son fils, Khamis, voilà, dirigé par Khamis, qui avait son charisme face à ses officiers, ses soldats, etc. Donc c'est une guerre civile, vraiment, c'est ça le concept. Si on voit ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique entre le Nord et le Sud, ou en Espagne entre les franquistes et les républicains, c'est le plus fort militairement qui va gagner cette guerre. Apparemment, c'est Gaddafi qui a failli gagner cette guerre. Hein, il a encerclé Benghazi. Avec la résolution 1973, la donne a changé. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Ça a donné l'effondrement de l'État, l'effondrement de l'armée, des services secrets. Gaddafi avait des services secrets très très puissants, hein, très forts. Donc, un vide total. Le vide total sera tout de suite rempli par les terroristes, évidemment. C'est le cas irakien aussi. Les Américains ont envahi l'Irak en 2003. Ils ont cassé l'armée irakienne. Elle était en majorité chiite, mais ils ont cassé cette armée. Il n'y a plus cette armée. Donc, il y a un vide. Le vide sont les terroristes qui vont profiter de ce vide. C'est ça qui fait la différence entre la Tunisie. L'armée a été jusqu'à aujourd'hui intacte. C'était une garante même contre l'anarchie totale. Elle observe, elle essaie de savoir, etc. Et pour parler aussi de la démocratie, dans le tiers-monde, la transition démocratique a été souvent passée par l'institution militaire. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Mais Riyad, tu es militariste, trop pro-militaire ». Mais non, ce n'est pas ça la question. L'État, c'est la colonne vertébrale de l'État, c'est l'armée. Et Max Weber le dit bel et bien. C'est l'État, le seul et l'unique qui a le droit de monopole légitime, de la violence légitime. Personne, aucun parti ne doit faire la concurrence vis-à-vis de l'État de monopole de la violence légitime. Alors aujourd'hui, en Libye, on n'a pas le monopole de la violence légitime. On a des armées au pluriel, des milices plutôt, et on a eu des milices partout en Libye. Le seul qui a essayé de construire une armée, le noyau d'une armée nationale, c'était Al-Fatah Yunus. Là, je veux vous parler d'un témoignage. Nous étions dans un colloque à Tunis. C'était avec le colonel Ahmed Mesmeri. C'était le porte-parole actuel de l'armée libyenne dirigée par les Bahart pour l'honnêteté scientifique. Et il m'a dit clairement, on n'a pas voulu de cette armée nationale, donc on a assassiné Al-Fatah Yunus. Et Al-Fatah Yunus, quand il reçoit des aides militaires, ne donne pas assez aux djihadistes, il les contrôle, il les surveille, il sait vraiment qu'il faut stabiliser le pays, sécuriser le pays par cette armée embryonnaire dont la foudre, c'est son noyau dur. Et la foudre, l'unité Saïqa, la foudre à Benghazi, c'est cette unité qui a subi le plus de pertes et des attaques systématiques, des assassinats dans le quotidien par les djihadistes islamistes à Tripoli. Donc tout l'enjeu tourne autour de quoi? De cette institution militaire magique qu'on veut ou non. Napoléon Bonaparte a stabilisé aussi l'anarchie en France par l'armée française, puis c'est les conquêtes à l'extérieur. Très bien, on va passer, si vous le permettez, à une série de questions-réponses pour revenir plus à la situation actuelle, pour pouvoir vraiment aborder cette deuxième guerre civile libyenne. Je vais commencer par vous, Patrick Mzadeh. Première question, depuis l'été 2014, y a-t-il en Libye deux légitimités concurrentes? Alors, et ça m'amène à réagir un petit peu sur la chronologie. Voilà. Moi, je ne vais pas revenir sur l'idée, parce que je suis en train de travailler sur un deuxième ouvrage
j'enquête depuis 3 ans sur ce qui s'est passé exactement en février 2011, donc je ne partage pas vraiment l'analyse selon laquelle l'opposition islamiste a dès le départ constitué le noyau dur de cette insurrection. Il y a eu beaucoup de composantes, il y a eu des composantes spontanées, il y a eu beaucoup de choses, mais dans les tout premiers jours, il faut savoir que les islamistes justement étaient en retrait. Donc, bon, on ne va pas débattre de ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Maintenant, oui, je voudrais revenir sur la chronologie. On parle des élections, maintenant beaucoup de gens reviennent sur les élections de juin 2014 en disant, voilà, les islamistes, enfin la version, une certaine version officielle, celle qui est retenue d'ailleurs par l'AFP et par tout ce qu'on peut lire ici, c'est que les islamistes ont perdu les élections en juin et donc ils ont fait un coup d'État. Bon. Ce qu'on oublie de dire, ce qui a été dit quand même dès le départ, c'est que le 26 mai, le 16 mai, je crois, oui, c'était le 16 mai exactement, Haftar a mis fin au processus politique. Donc la tentative de coup de force a commencé au mois de mai, avec une offensive contre tout ce qui était considéré comme islamiste, au sens large du terme, y compris les gens qui étaient élus, les frères musulmans, un certain nombre de gens qui étaient dans un processus de construction politique. Les Intan, 2 jours après, le 18, ont pris d'assaut le Parlement de Tripoli, et donc ont mis un terme. Donc je dirais qu'on a organisé des élections parce que là aussi, il y a une espèce de magie des élections et la communauté internationale voulait ces élections parce qu'on pensait qu'il leur sortirait une légitimité, que ça réglerait le problème. Et on voit bien que non. Au contraire, ça n'a pas réglé le problème et ça a créé maintenant 2 légitimités, une crise de légitimité. Donc à une crise, je dirais, militaire, s'est ajoutée une crise de légitimité puisque les deux entités se réclament chacune d'une légitimité. Voilà ce que j'ai à dire. Donc effectivement, c'est ce que je disais au début, si vous parlez avec chacun des 2 camps, ils sont convaincus. Alors maintenant, on peut revenir sur les élections. Quand vous avez moins de 15% de participation avec des zones entières du pays qui n'ont pas participé, la séance inaugurale qui s'est faite avec même pas les 2/3 des députés élus et maintenant 80 sur 200 seulement qui assistent aux délibérations du Parlement, ça ne veut plus rien dire. Donc effectivement, on peut continuer. Alors le problème, c'est que là aussi, c'est plus compliqué. Tout à l'heure, on a parlé de l'armée fracturée. Ce que je mettrais quand même comme élément fondamental en 2011, c'est l'intervention militaire de l'OTAN. C'est quand même ça qui a fait basculer les choses en faveur de l'insurrection. C'est fondamental d'y revenir. Et bien, je dirais que le parti pris dès mai 2014 de ne pas dénoncer cette offensive d'Haftar et de reconnaître le Parlement de Tobrouk a compliqué aussi les choses. Parce qu'effectivement, et encore une fois, je ne suis pas du tout ni de sympathie pour un camp ou pour l'autre, mais j'essaye de raisonner en tant qu'analyste, et je dis que finalement maintenant le camp Tobrouk se réclame de cette légitimité, de cette reconnaissance internationale, qui est venue compenser son absence de légitimité interne. Voilà. Donc du coup, maintenant, dans le discours, la première chose qu'il dit, c'est le Parlement reconnu. Bon, effectivement, il est reconnu, mais quand vous avez un Parlement reconnu qui ne contrôle que 1/3 du territoire, alors après on peut discuter, on peut regarder sur les cartes, mais qu'est-ce que ça représente? En tout cas, pas la capitale, pas les grandes villes de l'Ouest, et absolument pas Benghazi. Quel est l'effet justement de la reconnaissance internationale dont vous rappelez qu'elle est brandie comme un argument très fort aujourd'hui dans la lutte politique, dans la lutte d'image? Quel a été l'impact de la reconnaissance internationale, notamment par les pays occidentaux, par les grands partenaires de la région, du gouvernement de Tobrouk, au détriment de ceux qui se considèrent comme le gouvernement authentiquement révolutionnaire aujourd'hui à Tripoli? Ça a pour conséquence, finalement, ce que j'ai observé, c'est qu'on a eu une radicalisation des extrémistes dans les 2 camps. Radicalisation des extrémistes dans le camp de Tobrouk, puisqu'il y avait quand même des parlementaires qui étaient plutôt modérés et qui voulaient une issue négociée. Et là, qu'est-ce qu'il en est ressorti? C'est qu'Haftar est véritablement monté en puissance, puisqu'il se sent soutenu, il est reçu en Jordanie par le roi de Jordanie comme un chef d'État. Il a renommé, là récemment, 150 officiers de l'armée de Kadhafi à des postes... alors là aussi, quand on dit armée libyenne, il faut être sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire, armée libyenne à l'Est? Pour l'instant, il y a des unités, il y a un certain nombre de tribus, il y a des fédéralistes, mais
bon, ils se sont octroyés titre, mais à l'ouest aussi, vous avez des gens qui sont convaincus qui sont un embryon d'armée libyenne. Donc tout ça, c'est ce que je disais au début, les identités, c'est extrêmement compliqué. Donc, et à l'ouest, on a aussi, bien sûr, renforcé les extrémistes, puisque les gens se disent, de toute façon, les Occidentaux ont pris position contre nous, et quoi qu'on fasse, on est laissé de côté. Donc, ce qui renforce finalement les partisans dans les deux camps de l'option militaire. Alors, il y a aussi une troisième chose qui est compliquée, c'est qu'on n'arrête pas aussi d'entendre parler d'intervention militaire. Alors, d'un côté, la communauté internationale a nommé un émissaire spécial, qui est M. Bernardino León, qui fait un très bon travail, qui essaye de mettre autour d'une table les différentes parties. Et d'un autre côté, tous les matins ou toutes les semaines, on a un chef d'État ou un ministre en Europe qui parle d'une nouvelle intervention en Libye, etc. Donc, on y reviendra. Voilà, on y reviendra.